émission Tribune de femmes, cette émission qui a pour mission de valoir la femme, de montrer le combat de la femme, surtout les femmes qui se distinguent dans cette lutte. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Madame Gisèle Ndaya Luseba. Elle est présidente d'un parti politique, elle est aussi femme leader. Avec elle, nous allons débattre le thème action de la femme politique en RDC, utopie ou une réalité. Avant d'aller plus loin, je dis bonjour madame. Bonjour. Y a-t-il deux choses que je n'ai pas expliquées sur vous? Pouvez-vous vous présenter? Effectivement, c'est Madame Gisèle Ndaya Luseba. Je suis présidente nationale de la Convention des démocrates travaillistes unifiés, CDTU en sigle, parti politique. Je suis présidente nationale d'une ONG, AS de Projet, et cette ONG s'occupe de la protection de l'enfant et de la jeune fille. Et je suis présidente nationale de Femmes Leaders et Vision Politique. Et là, je suis première coordonnatrice adjointe de la dynamique des femmes candidates. Je suis mère de 4 enfants et mariée, bien sûr. Et je suis femme comme toutes les autres femmes. Vous êtes femme comme toutes les femmes de la RDC. Qu'est-ce qui vous a motivé d'entrer en politique et c'est quoi votre parcours? De mon jeune âge, j'aimais beaucoup servir et je continue toujours à le faire. D'abord, je suis une femme, et puis aujourd'hui une femme, qui a grandi dans une famille chrétienne. Mes parents sont encore en vie, ce sont des pratiquants catholiques. Et là, ils m'ont enseigné à servir les autres. J'ai commencé dans des différents mouvements de jeunes à l'église. Et je me suis rendu compte que chaque fois que j'étais parmi les autres, j'avais toujours cet esprit-là de diriger, de conduire les autres. Donc pour dire que d'être leader, et de faire des propositions, mener des actions, et chaque fois que je le faisais, j'attirais aussi l'attention de ceux-là qui étaient comme des supérieurs ou ceux-là qui étaient des aînés. Et c'est comme ça, il y a un point que je n'ai pas relevé. Je suis aussi pasteur de formation, j'ai fait la théologie. Et la théologie que j'ai faite, avec tout ce que j'ai fait aujourd'hui, moi je me dis que c'est la continuité. La continuité, pourquoi? Parce que d'abord, la théologie, nous voyons d'abord le sacerdoce. Dans le sacerdoce, c'est servir. Alors, s'il faut servir, il ne faut pas seulement servir dans un cadre bien déterminé, avec des gens précis, mais il faut servir tout le monde. Alors c'est comme ça que j'ai une vision, je me suis dit, je dois servir mon pays. Et je pouvais servir mon pays comment? Tous nous le savons très bien, pour être écouté, pour que ce que tu fais puisse être vraiment remarquable, il fallait le faire dans une institution, surtout dans une institution politique. C'est comme ça que j'ai créé mon parti politique pour que ceux qui sont chrétiens et ceux qui ne le sont pas, tous autour de moi, qui puissent quand même découvrir ce que Dieu a mis en moi. Et ce que Dieu a mis en moi, c'est être au service des autres. C'est pourquoi ma lutte dans la politique, c'est d'abord exprimer ce que Dieu a mis en Gisèle Ndaya pour les autres et le reste viendra après. C'est pourquoi je me suis retrouvée en politique. Et moi aussi mon pays, bien sûr, en tant que nationaliste, je me dis, si les autres le font, ils disent qu'ils le font pour mon pays. Et pourquoi pas moi-même, congolaise, je ne peux pas faire quelque chose pour mon pays. Vu aussi d'autres femmes qui nous ont précédés,
la lutte qu'elles ont menée pour la femme, parce que je tiens beaucoup à la promotion de la femme. Et voilà ce qui m'a motivé de faire la politique et de continuer toujours. Et je suis vraiment activiste politique et je suis sur le terrain. Depuis combien d'années vous êtes dans la politique? Je peux compter, bon, la politique d'abord, je l'ai fait ailleurs. J'ai commencé avec le REFECO, c'était un mouvement des femmes et c'était pratiquement politique. Et après, j'ai adhéré dans d'autres partis politiques. J'étais au MSR de feu Pierre Louis, qui vient de mourir. C'est là où j'ai commencé la politique en 2011. Jusqu'aujourd'hui, je suis là, je suis en train de me battre. Vous parlez de votre vision depuis votre jeune âge. Durant votre parcours, qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté personnellement? D'abord, comme je l'ai dit tantôt, j'ai commencé dans d'autres partis politiques. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait plus les hommes que les femmes. Mais avec mes compétences, j'ai été directement adopté et relevé à des hautes fonctions dans le parti par rapport à mon savoir, bien sûr. J'ai occupé des postes de secrétaire national en charge des provinces. Il y avait le Bandundu et le de Kassai dans l'ancienne configuration. Et bon, ce n'était pas facile. À chaque fois que j'avais des descentes, à chaque fois que je devais mobiliser ou implanter le parti, mon discours, surtout dans ce coin-là du Kassai, tous vous connaissez qu'au Kassai, la femme n'a pas droit au chapitre, et surtout pas dans la politique. Il fallait parler aux gens, expliquer la vision du parti, tout ça, mais ce n'était pas facile. Il y a ceux-là qui prenaient ça au sérieux, il y a ceux-là qui pensaient que la femme n'a rien à dire devant nous, elle ne peut rien faire. Mais comme j'avais un objectif que je devais atteindre, je me suis battu pour me dépasser devant ce courant-là et aller au-delà. Et aujourd'hui, je me retrouve, je suis présidente d'un parti politique. Ce qui n'est pas aussi facile, parce que j'ai toujours avec moi des hommes qui se disent qu'ils ont plus du savoir et qui se disent qu'ils peuvent faire plus que moi, mais je me remets dans ma vision et je me bats toujours à atteindre mon objectif, et c'est cet objectif-là, de servir mon pays et de se retrouver quelque part pour que ma voix se fasse entendre au niveau national comme au niveau international. Bon, la lutte elle est longue, ce n'est pas aujourd'hui que ça va s'arrêter. Et on est là devant des difficultés qu'on rencontre. D'abord, nous avons des difficultés financières parce que les femmes, au départ, je n'ai pas encore occupé un poste important pour dire que j'ai travaillé et peut-être qu'on m'a payé pour que je puisse soutenir mon parti, mais je le fais avec mes moyens de bord, avec mes petites activités dans les petites affaires, et c'est avec ça que je suis en train de soutenir mon parti. Et ce n'est pas facile, parce qu'avoir un parti politique, vous devez mobiliser, vous devez implanter le parti, vous devez organiser des formations, vous devez faire des descentes, et des manifestations, et des assistances, et tout ça, ça demande de moyens. Mais si vous n'en avez pas, vous voyez que c'est d'abord, c'est vraiment le premier handicap qui se présente devant moi, mais je sais toujours comment contourner cette difficulté et aller de l'avant. Parlons de la lutte de la femme, vous parlez de votre propre lutte, mais analysons depuis 1960 à nos jours, 60 ans après l'indépendance, est-ce que la femme politique est-elle en action depuis 60 ans? Oui, depuis 60 ans, il n'y a pas eu tellement de femmes qui se sont lancées en politique. Mais à un moment là,
quelques années après, nous avons vu des femmes qui se sont démarquées en politique. Nous citons par exemple Madame Nzuzi Wamomo, qui est encore en vie. Et nous avons Madame Ekila Lyoda, et nous avons, il y en a peut-être 4 ou 5 comme ça, qui nous avons dans le temps d'état encore trop jeunes. Et moi personnellement, je me disais, je dois être comme celle-là, les mamans Mayou Makala, tout ça. Elles étaient vraiment de référence pour nous. Mais ces femmes, elles ont brillé par leur savoir, par leurs compétences. Mais aujourd'hui, nous avons quand même toute une litanie de femmes qui se sont lancées en politique, mais qui ne trouvent pas vraiment d'occasion pour essayer de s'exprimer et de se faire sentir par rapport à leurs compétences. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ces difficultés-là. Je vous donne un exemple. Nous allons aux élections. On commence d'abord en 2006, c'est pas très loin. Vous avez 8% au Parlement. La représentation des femmes, 8% seulement. Nous allons en 2011, nous avons 8%. Aujourd'hui, nous avons 12%. Vous pouvez peut-être comprendre ce qui se passe par rapport à cela. C'est quelque chose qu'on a très bien préparé. C'est comme une loi qui est déjà votée au moment où ce n'est pas ça. C'est pourquoi je n'aime pas tellement parler des lois, parce qu'on en vote tellement que, mais dans l'application, on ne trouve pas vraiment gain de cause. C'est pourquoi je n'aime pas tellement parler des lois, parce qu'il y a ces lois qu'on est en train de fabriquer et on est en train de tailler vraiment sur mesure par rapport aux circonstances. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Mais vous sentez qu'il n'y a pas vraiment une représentation des femmes. Et cela dit à quoi? Bon, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Donc, nous avons d'abord la femme elle-même. Elle se prend mal. Elle ne se connaît pas. Et la femme n'est pas soutenue par la femme. Donc, tel que je suis présidente d'un parti politique, vous trouverez des amis qui sont avec moi, qui ne reconnaissent pas en moi cette autorité-là. Puisque vous êtes une femme? Parce que je suis une femme, je suis avec elle. On peut blaguer, on peut parler, on peut aller au marché, on peut. Mais ils oublient qu'il y a une dimension qui me diffère d'elle. Et cette dimension-là, c'est à la femme d'exhiber cette dimension-là. Ce n'est pas les hommes. Et vous sentez que la première ennemie qui doit défendre cette dimension, c'est la femme. Voilà la difficulté que nous avons. Nous allons aux élections. Vous battez campagne avec les moyens que vous avez. Vous voyez que la femme ne vote pas la femme. La femme, elle préfère voter l'enfant de l'oncle, elle préfère voter le voisin, elle préfère voter celui qui lui a donné un pagne, elle préfère voter un ami, un cousin, mais elle oublie que la continuité, ou bien ce que je peux espérer, ne viendra que d'une autre femme. Parce que c'est la femme qui connaît la douleur d'une autre. L'homme, c'est difficile quand tu lui expliques que non. Par exemple, quand une femme elle est enceinte, elle attend famille, mais quand elle a des douleurs maintenant d'accouchement, même si elle explique à l'homme, l'homme ne comprendra pas. Il trouverait que bon, c'est une douleur normale. Mais la femme qui a déjà accouché, elle va se dire, mais cette femme, elle est dans une situation très, très, très compliquée. Alors, la femme doit comprendre aussi que quand l'autre se lance dans la politique, l'autre est là, c'est pour défendre la cause de la femme d'abord. C'est pour la promotion de la femme, mais elle est négligée. Vous avez aussi le moyen financier qui font aussi défaut. Comme je l'ai dit tantôt, la femme n'a pas assez de moyens. La femme n'a pas assez de moyens. Il faut qu'elle se débrouille. Il faut qu'elle fasse avec le peu qu'elle a. Et il y a aussi la pesanteur culturelle.
Nous avons des us et coutumes, nous avons tout ce qu'il y a, même la religion qui met frein à l'épanouissement de la femme, et surtout dans la politique. Donc il y a tant de choses que nous pouvons peut-être, ça peut nous prendre beaucoup de temps, que nous connaissons, qu'il faut que la femme ne sait pas évoluer. Et même dans des partis politiques, en tant que chef d'un parti politique, je vois, quand il faut aligner des candidats, vous trouverez les hommes alignés, d'abord les hommes dans des postes de responsabilité. La femme, elle est là que pour la mobilisation, elle est là pour la trésorerie. Et quand il y a des grandes messes qui se tiennent, la femme, on la voit à la cuisine là-bas pour préparer ce que les hommes doivent manger. Vous voyez un peu, ce sont des choses qui en tout cas, qui mettent frein à l'épanouissement de la femme. Et si la femme peut comprendre ça au départ, je crois que elle va changer les dons et elle va voir comment elle peut aussi s'épanouir. Madame Joseph Ndaya, vous êtes présidente d'un parti politique. Déjà dans ces partis politiques, est-ce que la femme est suffisamment représentée? On a l'impression comme si la femme n'est pas intéressée par la politique, alors que nous savons tous que pour intégrer ou bien avoir un poste de responsabilité, il faut passer par la politique. Est-ce que cette femme-là, elle est consciente ou bien elle est intéressée par la politique? Sinon, qu'est-ce qui freine la femme à s'intéresser à la politique? D'abord, au départ, la femme, elle n'est pas tellement formée, surtout la femme congolaise, elle n'est pas tellement formée pour la politique. C'est aujourd'hui qu'elle commence peut-être à comprendre quelque chose. Et c'est là, ce sont les efforts des femmes leaders. À tout moment, nous organisons des formations, nous organisons des conférences pour faire comprendre d'abord à la femme qu'elle représente 52% dans la population. Et c'est la première électrice, elle, la femme. Les hommes viennent après. Et chaque fois qu'il y a des élections, on voit que c'est plus de femmes qui votent que les hommes. Aujourd'hui, moi personnellement, je me bats pour que la femme aime la politique. Pourquoi? Parce que d'abord, tous ceux-là qui sont devenus, je ne sais pas, des hauts cadres politiques, des hommes politiques, des hommes d'État, ils ne sont passés que par la femme. Alors la femme doit prendre conscience pour dire que si elle doit donner des hommes politiques, des hommes d'État, mais pourquoi pas elle? Parce que d'abord la femme, de la nature, Dieu a mis à nous, vous ne pouvez pas comparer à une autre. La femme d'abord, elle a beaucoup de choses en elle de nature, sans même passer par l'école. Alors je vois très mal comment la femme ne peut pas aimer la politique. D'abord c'est la plus stratège. Est-ce la peur? Ce n'est pas la peur, c'est une déformation de nos coutumes. Il y a aussi l'Église aussi, comme je l'ai dit, influence un peu dans beaucoup de choses, parce qu'on dit toujours, la femme ne peut pas se mettre devant les hommes pour parler, et si cette femme le fait, en tout cas, c'est une personne qu'on doit jeter des pierres. Et il y a aussi le moyen, je reviens toujours à ça, et l'instruction aussi. Il y a beaucoup de femmes qui ont perdu leur temps à ne pas être à l'école, à ne pas étudier. Parce que si nous parlons des compétences aussi, les compétences s'ajoutent par rapport à l'instruction. Une femme qui n'est pas instruite, c'est vraiment difficile de lui donner des grandes responsabilités. C'est comme ça que nous trouvons dans beaucoup de gens, ou bien quand il y a des postes de responsabilité, ils ont des critères. Les hommes ont ce culot-là de mettre des critères, sachant bien que la femme n'aura pas grand-chose. C'est comme ça que la femme est en train de perdre. Mais cela n'empêche, nous sommes là pour sensibiliser les femmes, nous sommes là pour encadrer les femmes, nous sommes là pour lutter, nous sommes là pour être comme des exemples, pour que demain aussi qu'il y ait d'autres femmes qui vont nous suivre. C'est l'émission Tribune de femmes. Ici, nous valorisons la femme. Ici, nous
motivant la femme à travailler. Madame, vous parlez déjà de critères. Nous pouvons parler au fond de ces critères-là qui valorisent la sélection, par exemple, dans le parti politique aujourd'hui, pour devenir ministre, pour postuler, par exemple. Quels sont les critères qui favorisent la sélection? D'abord, la femme doit être dans la politique, dans un parti politique. Quand elle est dans un parti politique, qu'elle occupe d'abord des postes de responsabilité dans ce parti et qu'elle ait aussi des ambitions. Parce que si tu n'as pas d'ambition, on ne va pas te forcer. Comme moi, j'ai eu des ambitions, de tout le temps, je les ai toujours eues. J'étais dans d'autres partis politiques, je ne voulais jamais qu'on puisse me diriger. Je me disais, non, ce que les hommes font là, moi aussi, je peux le faire. Et c'est comme ça que je suis arrivé là où je suis. Ce parti politique a commencé avec des hommes. Mais l'idée était venue de moi. Et à un moment donné, j'ai senti que les hommes voulaient m'amener, ils voulaient contourner ma vision pour maintenant s'approprier de ce que moi je les ai dit. Et du coup, je me suis ressaisi pour récupérer mon parti. Et aujourd'hui, je suis à la tête, parce que ça fait 5 ans, et je suis à la tête du parti. C'est pour vous dire que les femmes doivent d'abord aimer la politique, et les femmes, elles doivent être instruites. Les femmes, elles doivent avoir des ambitions. Les femmes, elles doivent être prêtes à servir leur pays. Voilà un peu ce que nous pouvons attendre de la femme. Depuis que vous êtes à la tête de ces partis politiques, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait comme action? Parce que vous avez parlé de la jeune fille que vous encadrez. Concrètement, qu'est-ce que vous avez déjà fait comme action pour amener la femme à aller au-delà de ses compétences? J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de filles mères, surtout dans le coin du Kassai. C'est ce qui m'a poussé à créer cette ONG-là. Et pour encadrer ces filles, parce qu'elles se disaient, bon, elles ne servaient plus à rien à la société. Mais en les récupérant, j'ai commencé d'abord par les envoyer au métier. Il y a celles qui ont fait la coupe et couture, il y a celles qui ont fait la broderie, et il y a celles qui ont fait les tricotages, tout ça. Des petits métiers, et voire même en tant que femme d'affaires, je n'ai pas hésité de les apprendre comment faire le petit commerce. Alors aujourd'hui, ces filles, elles sont devenues utiles, en dépit de ce qu'elles étaient hier, filles-mères, mais aujourd'hui, elles sont devenues utiles. Plus elles se sont mariées et elles s'occupent vraiment de leur foyer, et voire même dans la société, vraiment, elles sont prêtes à servir. Madame Daya, comme les autres vous appellent intimement dans la fonction carrière politique, on vous appelle la redoutable Daya. Je voulais d'emblée, vous avez essayé un peu de parcourir, vous avez contextualisé la vie politique, la vie sociale, économique de la femme. Je voulais qu'on en revienne en paix sur les instruments qui ont donné beaucoup plus de faveur par rapport à la femme. Vous avez la résolution 1325. Vous avez les instruments régionaux, comme l'accord de Nairobi. Comment vous avez capitalisé cela? Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si on voulait faire une communication qui vulnérabilise. D'autant plus que la femme, ce n'est pas un être vulnérable. Non plus, le secteur dans lequel la femme évolue, ce n'est pas un secteur vulnérable, mais c'est un secteur en évolution. Et bien évidemment, vous, en tant que femme leader, par rapport à cet enjeu-là, les instruments tant internationaux que régionaux vous donnent déjà beaucoup plus, vous êtes déjà outillés. Comment est-ce que vous balancez cela dans votre parcours? Parce que c'est d'abord la République, notre pays, qui devait d'abord commencer par capitaliser cela. Pourquoi? Parce qu'on a assez de lois, comme je l'ai dit, que nous avons ici surtout en RDC et qui ne sont pas mis vraiment en application. Mais dans l'entretemps, tous ces instruments juridiques, pour moi, je pense que nous devons apporter des réformes autour de la femme avec ces instruments juridiques. Et je demande aussi qu'il y ait un appui national et international par rapport à ces instruments-là. Parce que nous en avons. On ne fait que nous répéter.
voilà, l'accord d'Addis Abeba dit ceci. Et voilà la loi 1325, tout ça. C'est beau bien, mais l'applicabilité de ces instruments, c'est ça qui pose problème. Alors, nous demandons aux dirigeants qu'ils puissent quand même tenir compte de cela. Et ça va aussi apporter beaucoup de réformes dans ce que nous sommes en train de faire, surtout à côté de l'Afrique. Madame Daya Gisèle, nous sommes en train d'avancer petit à petit vers l'année électorale 2023. Vous êtes femme leader, vous êtes femme présidente d'un parti politique en RDC. Qu'est-ce qui vous manque en tant que femme pour mobiliser d'autres femmes à accéder au poste de responsabilité ou bien même à se faire élire? Pour le moment, nous avons d'abord lutté longtemps. Aujourd'hui, nous avons quand même des femmes instruites. Il y a des diplômés partout, il y a même des femmes ingénieurs, il y a des femmes qui font beaucoup de choses. Hier, j'étais en train de parcourir mes réseaux sociaux. J'ai remarqué qu'il y a même une femme d'origine congolaise, mais qui est américaine aujourd'hui, qui est pilote dans l'aviation militaire. Vous comprenez que la femme, elle a toutes les compétences possibles, mais la femme n'est pas soutenue, la femme n'est pas très bien encadrée. Aujourd'hui, vous êtes venu chez moi, je suis femme politique, c'est parce qu'à côté de moi, il y a quelqu'un qui a fait que je puisse m'épanouir et je puisse quand même faire la politique. Comme on a toujours dit, la politique, c'est un milieu très, très, très hostile, un milieu très sale, et on ne peut quand même pas laisser sa femme non. Mais lui, au moins, il a compris, il a dit que je puisse me laisser jouir de ma vision et de la réaliser. Il y a d'autres femmes aussi qui sont dans les mêmes conditions que moi, qui peut-être n'ont pas encore eu cette opportunité. Il y a le problème aussi de finances qui se pose. Vous pouvez travailler quelque part, mais le peu que vous avez, ça ne vous permet pas d'entretenir un parti politique ou bien d'aller aux élections. Parce que quand on parle des élections, quand on parle d'un parti politique, nous avons d'abord la presse qui nous coûte très cher. Et la femme ne sait pas accéder à ça. Elle ne sait pas quand même se vendre, comme on le dit toujours. Elle est bloquée. Et pour ça, elle ne sait plus avancer. Elle doit aller toquer dans des portes des hommes. Et ces hommes-là, vous connaissez vous-même, en échange, ce qu'elles attendent des femmes. Alors, la femme perd d'abord sa crédibilité. La femme perd d'abord ce qu'elle avait comme vision. Et maintenant, là, elle va emprunter la vision de celui qui lui porte main forte. Donc, carrément, vous avez contourné sa vision. Voilà un peu les difficultés. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de la femme qu'elle n'est pas. On a des femmes instruites, on a des femmes qui ont des talents et on a des femmes qui sont compétentes, mais la seule difficulté, c'est la voie de sortie. Et comment elle peut se vendre, comment elle peut occuper aussi des postes de responsabilité, parce qu'au niveau des partis politiques, des regroupements politiques, les hommes veulent toujours avoir des gros du pouvoir et laisser les miettes aux femmes. Pour les hommes, même si vous avez des licences ou même si vous avez des diplômes, la femme reste d'abord femme. Et moi, je l'ai vu même dans mon regroupement politique. Cette discrimination-là pour dire que non, ça, on peut donner aux femmes et nous pouvons prendre ce qui est grand. Oh non, c'est pas ça. Pour que cette femme-là soit élue. Cette fois-ci, je me suis dit, je dois faire élire beaucoup de femmes pour essayer un peu d'équilibrer les choses. C'est pourquoi je suis en plein recrutement des femmes qui ont des visions, des femmes compétentes, pour travailler avec elles et en 2023 connaître plus de femmes et atteindre notre objectif qui est de 50-50 au niveau du Parlement. Puisque vous êtes cette femme-là leader, qu'est-ce que vous pouvez dire à d'autres femmes qui sont comme vous, qui ont de femmes derrière elles, ces femmes leaders aussi qui travaillent comme vous? Quels conseils pouvez-vous lui donner?
Une fois, j'ai été dans une réunion avec Madame Hélène Johnson, quand elle était venue ici à Kinshasa. J'avais retenu quelque chose de cette grande dame. Elle nous avait dit qu'en dehors de la politique, vous devez avoir le métier. Vous devez travailler et vous devez vous souffrir d'abord vous-même. Alors, je demanderai à toutes les femmes qui ont des ambitions politiques d'appartenir dans des partis politiques ou de plateformes politiques. Et là, elles ne peuvent quand même pas être utilisées comme des marchepieds, mais qu'elles fassent tout par rapport à leurs compétences d'occuper des postes de responsabilité. En dehors de ça, qu'elles ne puissent pas avoir la main tendue. Parce qu'à la fin, elles auront toujours cette difficulté-là de ne pas battre campagne ou bien de ne pas mobiliser les gens. Donc il faut avoir du travail, il faut faire autre chose à côté de la politique. C'est ce qui est important. Et c'est là qu'on pense aussi beaucoup des difficultés que nous trouvons dans notre parcours. Madame Gisèle, au début de l'émission, vous nous avez dit que vous avez une formation pastorale, mais vous êtes aussi dans la politique. Nous sommes en Afrique, il y a beaucoup de choses qui se disent. Alors, nous voulons savoir, est-ce la politique est un péché pour une femme? C'est juste une question qui se pose dans la société. Non, pas du tout. En tant que femme pasteur, je me dis toujours que la politique et le pastorat, ça va de pair. Ça va de pair. Si vous prenez par exemple la Bible, vous allez trouver qu'il n'y avait que des stratégies. Durant le parcours de Jésus, il a fait que la politique. Il a pris des gens, il les a placés par rapport à la vision qu'il avait. Et même le travail qu'il a fait. Parce qu'il savait plus tard qu'il ne serait plus là et qu'il y aura la continuité. C'est pareil avec la politique. La politique, c'est un monde de stratégie. La politique, d'abord, elle est dynamique, elle change au jour le jour par rapport aux circonstances. Je me plais dans ce que je suis en train de faire en tant que politique et pasteur. Ça va de pair parce que je ne trouve pas tellement de difficultés par rapport à ça. Et dans notre société ou bien chez nous, dans nos cultures, je sais qu'au début ça posait problème. Mais aujourd'hui vous avez des femmes pasteurs. Et pourquoi ces femmes ne peuvent pas être aussi politiques? C'est un problème de choix, un problème de vision. Moi, je fais que la continuité de ce que j'ai vu et ce que j'étais hier. Et je me dis que ça ne me dérange pas. Parce que nous voulons la justice. Si nous pouvons parler de la justice aujourd'hui, vous devez avoir des gens qui ont des mains propres. Vous devez avoir des gens qui ont une moralité. Vous devez avoir des gens qui savent respecter les autres. Et ces gens, moi je me dis, ce sont ces gens qui ont la parole avec eux, qui ont Dieu avec eux. Et si vous êtes à côté, je vois très mal comment vous pouvez comprendre votre prochain. C'est pourquoi moi je fais la politique comme une mission que Dieu m'a confiée. Voilà. Réalité ou utopie, nous sommes presque à la fin de notre émission Tribune de femmes. Madame Gisèle Ndaya a un message d'espoir à la jeune fille comme vous. D'abord, je tiens à vous remercier par rapport à cette interview. Et je remercie aussi Dieu qui a permis qu'on se retrouve aujourd'hui. Et pourquoi pas tous mes partenaires, mes amis, qui m'encouragent toujours à aller de l'avant. Je me dis toujours, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous serons demain, nous femmes. On parle femmes, nous voyons aussi des jeunes filles qui, aujourd'hui, j'en vois beaucoup qui disent que demain, moi aussi, j'aurai un parti politique comme Madame Ndaya, ou je ferai aussi comme Madame Ndaya. Personnellement, je suis en train de lutter pour encourager ces jeunes filles. Même demain, si je ne suis plus là, qu'on parle de moi comme on parle aussi des autres femmes qui ont marqué
quand même leur temps dans la politique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis à travers le monde. Grand merci à Madame Naya qui a accepté de répondre à nos questions. Nous disons merci Madame. Merci à vous. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission Tribune des femmes que vous avez suivie partout dans le monde. Continuez à nous écrire et soutenez la femme congolaise et la femme en général dans le monde entier. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui nous ont accompagné. Derrière la caméra, c'était Jacques Pongo à la réalisation et Tissangi. J'étais là pour la présentation de votre émission Tribune des femmes. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe et moi je vous retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro.